Bonjour, je suis le docteur Raphaël Riquieri, je suis psychiatre dans le service du professeur Lançon au sein du pôle de psychiatrie, d'addictologie, pédopsychiatrie de la PHM. Et j'ai souhaité vous parler d'un sujet un peu polémique que j'ai intitulé « La psychochirurgie au secours des troubles psychiatriques ». L'objectif de ce cours est de connaître les différentes techniques de neurochirurgie fonctionnelle actuellement disponibles en psychiatrie, connaître leurs indications, leur efficacité, les effets secondaires de ces techniques pour, au final, pouvoir répondre à une question quand adresser un patient pour un traitement par neurochirurgie fonctionnelle. Alors, ce module est séparé en 4 sous-modules. Le premier va reprendre quelques notions d'historique de la technique neurochirurgicale dans les troubles psychiatriques. Et puis les 3 suivants reprendront les principales techniques actuellement disponibles en France pour traiter les troubles psychiatriques. Alors, voici un bref aperçu des dates un peu clés de l'histoire de la neurochirurgie des troubles psychiatriques. On voit que cette histoire est ancienne et elle commence dès la fin du XIXe siècle. Et je toucherai quelques mots du docteur Burkhardt, qui est un pionnier de la psychochirurgie moderne, avec une technique qu'on appelle la topectomie. Et puis, c'est 40 ans plus tard qu'a été développée une autre technique bien connue, celle-là, et bien décriée, technique initiée par un Portugais neurologue, le docteur Moniz, en 1935, et puis qui a été développée par le célèbre docteur Walter Freeman aux États-Unis dans les années 40. L'avènement des neuroleptiques ont mis un terme à ces techniques, mais malgré tout, les techniques de neurochirurgie fonctionnelle ont continué à se développer. La neuroimagerie également a permis d'améliorer la finesse de la technique pour voir une renaissance de la neurochirurgie dans le traitement des troubles psychiatriques dans les années 70, mais surtout à la fin des années 90 et dans les années 2000. Alors, revenons sur le pionnier de la psychochirurgie moderne, qui est le Gottlieb Burkhardt. Alors, Gottlieb Burkhardt avait plusieurs fondements théoriques. Le premier était que la maladie mentale avait une base physique, ce qui était loin d'être évident à l'époque, et que les esprits en désordre n'étaient que le reflet de cerveaux en désordre. Il avait un autre principe, c'était que le cerveau était modulaire, c'est-à-dire que chaque faculté mentale pouvait être reliée à un emplacement spécifique dans le cerveau. L'idée du traitement qu'il a proposé reposait sur le fait d'extirper le mal à la racine en excisant diverses régions, pour ainsi agir directement sur les troubles mentaux. Alors, il a fait état d'une série de cas, de 6 cas de patients qui étaient atteints de psychose, on va dire chronique, et réfractaires à tous les traitements, et chez lesquels il a excisé certaines régions et préférentiellement au niveau temporal, comme on le voit là sur l'image, et au niveau également frontal. Alors, la plupart de ces patients ont présenté une amélioration et ont facilité, tel qu'il le décrit, la prise en charge. Bien que l'un des 6 patients soit décédé dans les suites de la procédure et que plusieurs d'autres entre eux ont développé des complications qu'on peut aisément deviner, et notamment des complications à type d'aphasie, quand on se retrouve avec une topectomie temporale, ou également des complications à type d'épilepsie. Ce pionnier a publié ses travaux et en a fait état lors d'un congrès, une conférence médicale à Berlin.
en 1889. Mais l'accueil de ses collègues a été absolument catastrophique, extrêmement réfractaire et négatif à cette technique. Il a été ridiculisé et a immédiatement interrompu ses travaux de recherche par la suite. 40 ans plus tard, à Lisbonne, c'est un duo composé d'un neurologue, Egas Muniz, et d'un neurochirurgien, Almeida Lima, qui propose une nouvelle technique pour traiter les malades mentaux. Il s'agit de la leucotomie préfrontale, encore appelée lobotomie. Il s'était inspiré de travaux réalisés quelques années plus tôt chez 2 singes qui avaient subi une leucotomie préfrontale. Le principe est de séparer le cortex préfrontal des autres parties du cerveau. Et cette coupure entraîne chez les singes une indifférence comportementale profonde, avec des singes qui devenaient particulièrement dociles dans des situations où, au contraire, ils auraient dû se montrer aisément irritables et agressifs. Muniz, qui semblait être un personnage assez haut en couleur, puisque en plus d'être neurologue, il était homme politique, ambassadeur du Portugal et ministre des Affaires étrangères. Muniz, qui assistait à cette conférence, interroge à ce moment-là les scientifiques, leur demandant s'ils pensaient que ces travaux pouvaient être répliqués chez l'homme. Cette question avait créé un certain malaise dans l'assemblée et personne n'avait répondu. Assez rapidement, il met au point cette technique qui consiste à déconnecter les lobes préfrontaux du reste du cerveau à l'aide d'un stylet qu'on appelle le leucotome, après réalisation de 2 trous de trépan au sommet du crâne. Il avait pris la précaution de souligner que la leucotomie était un traitement radical à n'envisager qu'après avoir essayé tous les traitements possibles et imaginables. Mais pourtant, Edgar Muniz a fait opérer sans leur consentement plus d'une centaine de patients à ce moment-là internés dans l'asile de Lisbonne et pour la plupart des femmes. Et les résultats semblent avoir été extrêmement catastrophiques, que ce soit en termes d'efficacité, mais également dans les suites opératoires, avec un nombre d'hémorragies et d'infections considérables. Malgré tout, il a reçu, en 1949, le prix Nobel de médecine pour ses travaux, qui étaient également associés à des travaux qu'il avait menés dans l'angiographie cérébrale. Ce prix a été extrêmement décrié par la communauté médicale, mettant en avant l'absence totale de règles éthiques et de résultats probants, mais pourtant, la fondation de Nobel n'a jamais retiré sa décision. Les travaux qu'avait présentés Muniz sont restés relativement inaperçus. C'est une dizaine d'années plus tard qu'un neuropsychiatre américain, Walter Freeman, a essayé de repenser cette technique pour la rendre plus simple, plus rapide et moins invasive, espérant moins de complications. Il avait mis au point ce qu'on appelle la leucotomie transorbitaire. Elle consiste à utiliser un pic à glace qui, après avoir soulevé la paupière supérieure, allait perforer le toit de l'orbite et sectionner les bases des lobes frontaux. Une fois qu'il a mis au point cette technique, il lance une campagne nationale dans un camion, appelé ça Lobotomobile, afin de promouvoir cette technique auprès du personnel des asiles des États-Unis. Il faut se mettre dans un contexte assez particulier. On est dans une période d'après-guerre, avec des asiles totalement surpeuplés, notamment par les vétérans qui présentaient des états de stress post-traumatique sévérissimes. Et pour rappel, à l'époque, on ne disposait d'aucun traitement en dehors de l'internement et, pour certains, des thérapies de choc comme la cure de Sackel. Malgré un nombre important de complications hémorragiques et infectieuses, cette technique a été dans un premier temps applaudie par la communauté médicale. Il y a eu plus de 20 000 interventions pratiquées jusqu'au début des années 50 en Amérique du Nord. En 1952, la découverte du premier neuroleptique, la chlorpromazine, a offert une alternative enfin efficace à la leucotomie et a précipité le déclin de la technique. Depuis cette période trouble,
La chirurgie des troubles psychiatriques garde une image extrêmement négative auprès du grand public. Et pourtant, quelques équipes ont continué à promouvoir l'utilisation de la psychochirurgie dans les troubles psychiatriques, notamment en améliorant la technique neurochirurgicale qui permet d'être de plus en plus précise dans la lésion ou la cible qu'on veut atteindre, et ce également à l'aide de l'imagerie médicale qui a permis de préciser les cibles en mettant en évidence les mécanismes physiopathologiques de certains troubles mentaux. À l'heure actuelle, la psychochirurgie est considérée comme le traitement de la dernière chance. Les conditions dans lesquelles elle doit être réalisée sont assez maintenant claires. Elle doit être pratiquée uniquement par des équipes pluridisciplinaires composées de neurochirurgiens et de psychiatres, neuropsychologues, éthiciens. Elle ne s'adresse qu'à des patients adultes aptes à consentir et les deux troubles semblant être une indication de psychochirurgie, en tout cas bonne indication, sont les TOC et la dépression, mais attention, des troubles particulièrement sévères dans leur symptomatologie, chroniques dans leur durée. La plupart du temps, ces maladies doivent évoluer depuis au moins 5 ans et être extrêmement invalidantes pour le patient, que ce soit dans son fonctionnement global au quotidien, ses capacités à travailler, à être autonome, mais également invalidant au niveau de leur qualité de vie. Évidemment, les patients potentiellement candidats à ces techniques doivent être absolument réfractaires à tous les traitements habituellement recommandés dans ces pathologies, que ce soit au niveau médicamenteux et psychothérapie, et avoir essuyé un certain nombre d'échecs. Je prends l'exemple d'un arbre décisionnel qui a été publié dans le JAMA il y a peu de temps, concernant la prise en charge recommandée pour un trouble obsessionnel compulsif. On voit sur ce schéma qu'à partir du moment où le TOC est diagnostiqué, un certain nombre d'étapes est recommandé de traitement, que ce soit au niveau médicamenteux, psychothérapie, les deux associés, différentes médications possibles, seules ou en association, mais après nombreux essais et beaucoup de temps, eh bien, on voit que les techniques neurochirurgicales, nous allons les aborder dans les chapitres suivants, ne sont recommandées qu'à la fin de cet arbre décisionnel.